Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie, la chaîne de l'astronomie pratique où on parle de la pratique de l'astronomie. Alors dans ce nouvel épisode, on va parler des oculaires. Lors du dernier épisode, on avait parlé des montures et dans celui d'avant, on avait parlé lunettes ou télescopes. Et j'imagine que vous avez acheté votre matériel, que vous l'avez essayé, mais que vous vous êtes rendu compte que la qualité des oculaires qui étaient fournis avec était assez moyenne, pour ne pas dire médiocre. Et donc vous vous dites, pour améliorer votre instrument, il est temps d'investir dans des oculaires. Et c'est effectivement une excellente idée. Par contre, il ne faut pas se louper sur le choix de ces oculaires, car ils ont des caractéristiques et des prix très variés. Il faut que donc l'oculaire choisi soit en adéquation avec l'instrument que vous possédez. C'est de ça qu'on va parler dans ce nouvel épisode. Donc sans plus tarder, générique. Alors, les oculaires ont des caractéristiques très différentes, des rôles très différents. Et donc du coup on peut les classer dans trois catégories. Les oculaires simples, donc ceux qui ont une focale fixe. Donc là j'ai un super plosseur de 10 mm de focale. Ensuite la deuxième catégorie d'oculaires, c'est les oculaires dits oculaires zoom. Donc des oculaires qui ont une focale variable. Donc ça c'est un Bader Hyperion Zoom marque 4, donc la quatrième version de cet oculaire. Comme on peut le voir ici sur l'inscription, c'est un zoom de 8 à 24 mm. Donc lui il va nous permettre de regarder à la fois du grand champ zoomé pour voir les détails d'une planète. Et enfin la troisième catégorie d'oculaires, c'est ce qu'on pourrait appeler les oculaires à réticule ou les oculaires réticulés. Et donc eux à l'intérieur, devant les lentilles, ils ont une croix. Alors une croix simple ou une croix double, ça on en parlera tout à l'heure des avantages. Très souvent ils sont éclairés. Donc ça sert à faire un étalonnage précis du matériel, pour ceux qui ont du go-to. Ça a aussi d'autres rôles, donc on en parlera tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Donc on a les oculaires à focale fixe, les oculaires à focale variable et les oculaires réticulés. Voilà ce qu'on peut déjà dire sur les trois catégories d'oculaires. Alors, parmi les caractéristiques d'un oculaire, ce qu'on a, c'est la formule optique. Donc en fait, le nombre de lentilles qu'on aura à l'intérieur de l'oculaire, ça va jouer sur les caractéristiques de l'oculaire. Et l'une des caractéristiques principales, outre la focale, c'est évidemment le champ apparent qu'offre l'oculaire. Donc au début, il y avait des oculaires tout simples à 3 lentilles, celle de Kellner. En fait, bien avant, il y avait d'autres types encore plus simples, avec juste une lentille, soit convergente, soit divergente. Mais quoi qu'il en soit, voilà, de nos jours, on trouve plusieurs catégories d'oculaires. Et donc la première, c'est les Kellner qui sont faits avec 3 lentilles. Alors ça, c'est des oculaires très basiques qui offrent un champ apparent assez restreint, de 40 degrés. Ensuite, on trouve les oculaires orthoscopiques, notamment dans la gamme des oculaires Bader. Donc eux, ils sont un peu plus évolués puisqu'ils ont 4 lentilles. Ils offrent également un champ apparent de seulement 40 degrés, mais ils sont un petit peu améliorés du fait de la 4e lentille qui a été rajoutée. Leurs performances sont meilleures en planétaire. Donc on va dire que les Kellner c'est plutôt du ciel profond et orthoscopiques sont plus dédiés à l'observation planétaire.
Ensuite, on trouve une autre formule optique, toujours avec 4 lentilles, c'est les Plusel. Et eux donc ont un champ de 50 degrés environ. Alors bien sûr, selon les constructeurs, les champs apparents varient, mais grosso modo, voilà, les Plusers ont apporté plus de champs apparents que les deux autres évoqués tout à l'heure, les Kellner et les orthoscopiques. Et donc évidemment, les oculaires Plusel ont évolué et on trouve des super Plusel, donc également avec 4 lentilles, mais là le champ apparent a été augmenté et on est donc sur du 52 voire 55 degrés. Donc ça c'est un super Plusel et lui on voit qu'il offre un champ apparent de 52 degrés. Alors que si on prend les Plusers de base, vendus avec les lunettes Skywatcher par exemple, on aura donc le 10 mm et le 25 mm de focale, qui seront généralement juste des Plusel, et donc ils auront un champ un peu plus réduit, 45-50 degrés. Et enfin on trouve une dernière formule optique très courante, c'est la gamme dérivée des oculaires Airflay. Donc eux ils sont sur la base de 5 lentilles. Le Airflay de base avec les 5 lentilles offre un champ apparent de 60 degrés. Et après ils ont évolué en SWA, donc les Super Wide Angle. Donc c'est des objectifs avec un super large angle apparent, donc qui est de 65 degrés. Plus ou moins 65, 68, enfin voilà, il y en a tout un tas. Donc eux ils sont faits avec 6 lentilles, voire plus. Et après on a eu d'autres formules avec 7, 8 ou plus de lentilles. Et donc la gamme au-dessus c'est les UWA, Ultra Wide Angle. Donc ça c'est les ultra larges. Et enfin on a les XWA. Alors ça c'est le summum, là on est sur du Extreme Wide Angle. Donc dans la gamme télévue on trouve des oculaires qui ont 100 voire 110 degrés de champ apparent. Alors ce qu'il faut savoir c'est que plus l'angle de vue, enfin le champ apparent est grand, plus il faut de lentilles. Les lentilles généralement c'est du verre, le verre ça pèse lourd. Donc en général, plus on va tendre vers le XWA, plus les oculaires vont peser lourd. Donc ça c'est un paramètre à prendre en compte. Et évidemment, plus il y a de lentilles, plus le coût de ces oculaires va grimper en flèche. Donc autant on peut trouver des Plusel à 20, 30 ou 40 euros pour les plus basiques. Autant voilà, des télévues en XWA, ça peut monter facilement jusqu'à 1 millier d'euros par oculaire. Donc, voilà. Donc on va pas acheter un XWA à 1000 euros pour une lunette qu'on a acheté à 300 euros. Quelque part, il faut être cohérent. Un oculaire très performant ne va pas faire de miracle sur un instrument médiocre. Inversement, pour que les instruments aient un coût de revient raisonnable, en général l'objectif ou le miroir est souvent de bien meilleure qualité que les oculaires. Et c'est pour ça que une fois qu'on a acheté un instrument, très logiquement on va améliorer son instrument en remplaçant des oculaires. Et donc du coup il faut prendre des oculaires qui sont en adéquation avec notre instrument. Alors, on a parlé des différentes constructions optiques qui jouent sur le diamètre apparent de ce qu'on va observer, enfin le champ apparent des objets. La deuxième caractéristique, la plus importante, c'est la focale. Mais elle, on va en parler plutôt à la fin, puisqu'il y a plein de choses à dire. Donc là, maintenant, on va s'intéresser à une autre caractéristique des oculaires, à savoir la connexion, ce qu'on appelle le coulant de l'oculaire. On a des oculaires en 1 pouce 1/4, donc c'est 31 mm,75, ou des 2 pouces, donc
2 pouces. Donc là on a un diamètre extérieur de la jupe de l'oculaire qui est de 50 mm,8. Et donc ça va jouer sur on va dire l'immersion dans l'image. Il va de soi qu'avec un oculaire qui a des grosses lentilles comme ça, pour faire du grand champ, des grosses nébuleuses, des gros amas, genre Pléiades, qui ont la taille apparente de la pleine lune dans le ciel, avoir un oculaire de cette taille-là, ça va nous offrir un confort d'observation qui sera bien meilleur qu'avec un oculaire qui a un petit diamètre. Donc ça, on va plutôt l'utiliser en planétaire ou sur des nébuleuses planétaires ou sur des amas globulaires, donc sur tous les objets qui sont assez petits. Et ça, si notre télescope ou lunette permet de recevoir des oculaires de 2 pouces, on va utiliser ça essentiellement dans le ciel profond pour s'immerger dans l'image. Alors, puisqu'on parle du coulant de l'oculaire, ce qu'il faut savoir, c'est que certains fabricants, comme Baader, ont eu la bonne idée de faire des oculaires avec 2 coulants en fait. Donc là, sur mon zoom Hyperion, on voit qu'il est au coulant de 2 pouces, mais cette jupe, je peux la dévisser, et là je me retrouve avec un oculaire qui est au coulant 1 pouce 1/4. Donc lui, je peux l'utiliser sur les petits instruments qui sont munis uniquement du coulant 1 pouce 1/4, et je peux l'utiliser sur des instruments qui sont en 2 pouces. Donc ça, faut savoir que ça existe et que c'est très bien. Bon, dans une autre série de vidéos dédiées au matériel, je vais détailler un peu plus les avantages et les inconvénients de cet oculaire. Mais voilà, puisqu'on parle un petit peu de vocabulaire, donc ici on a la jupe, le diamètre de connexion, c'est ce qu'on appelle le coulant, et cette partie supérieure de l'objectif, c'est ce qu'on appelle l'œilleton. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que cet œilleton, il est réglable. Et donc, puisqu'on a parlé d'œilleton, c'est l'occasion de parler du dégagement de l'oculaire. Alors le dégagement de l'oculaire, c'est la distance où va se former l'image, donc entre la lentille de sortie et l'endroit où on doit placer notre pupille par rapport à l'oculaire. Il y a des oculaires qui ont un très faible dégagement de l'oculaire, et donc du coup ça oblige à placer l'œil très près de l'oculaire. Et donc les cils de l'œil peuvent, comme elles sont assez grasses, peuvent laisser des marques sur l'oculaire. Et s'approcher très près de l'oculaire a un autre désavantage, c'est pour les porteurs des lunettes. La mise au point de l'oculaire, elle va permettre de corriger, on va dire, les défauts standards de l'œil. Au niveau de la mise au point, on va pouvoir compenser donc la presbytie ou la myopie. Par contre, il y a plein de personnes, il y a des personnes qui ont de l'astigmatisme. Et donc la mise au point de l'instrument ne va pas permettre de corriger l'astigmatisme. Et donc les personnes qui ont un fort astigmatisme, eux, ils doivent observer au niveau des instruments en gardant leurs lunettes. Parce que donc la mise au point ne permet pas de corriger l'astigmatisme. Le seul moyen de corriger l'astigmatisme de l'œil, c'est les lunettes. Et donc du coup, puisque le verre des lunettes est à une certaine distance de l'œil, les oculaires qui ont un très faible dégagement de l'oculaire vont être inutilisables pour les porteurs des lunettes.
Une autre caractéristique des oculaires, c'est les traitements de surface, les traitements anti-reflets. Donc, par exemple, si on regarde sur cet oculaire, Bader, c'est écrit Phantom Coating Group. Donc là, voilà, on a un traitement anti-reflet particulier. Très souvent sur les oculaires, on trouve multi-coated. Donc ça, c'est le traitement anti-reflet le plus courant qu'on trouve sur les oculaires. Tous les oculaires qu'on doit utiliser doivent être traités au niveau des anti-reflets. Alors pour ça, il y a différentes techniques. Donc l'intérieur de l'oculaire, puisqu'en fait, donc là on voit que cet oculaire, enfin la jupe de cet oculaire a été usinée dans de l'aluminium, et donc l'intérieur a été peint en noir pour justement éviter certains reflets. Après, les oculaires en surface, enfin les différentes lentilles qui forment l'oculaire, eux aussi, ils auront donc des traitements multicouches. C'est pour ça qu'on parle de multi-coated. Et le dernier traitement anti-reflet, c'est sur la bordure des lentilles. On trouve de la peinture noire qui, elle aussi, limite des reflets parasites. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un oculaire doit être traité anti-reflet et que ces traitements sont voilà, de différentes manières. Alors, il y a encore une dernière caractéristique des oculaires, c'est pour les oculaires haut de gamme, ils peuvent être remplis avec un gaz. Donc sur la gamme de produits Explore Scientifique, on trouve des oculaires remplis à l'azote. Donc ils auront une petite pastille verte sur laquelle ça écrit N2, donc du dioxyde d'azote. Ou ils peuvent même être remplis avec de l'argon, un gaz rare. Alors forcément, donc les lentilles qui sont remplies avec un gaz inerte ou un gaz rare, eux vont coûter plus cher que ceux qui ont voilà, à l'intérieur de l'air. Et pour pas que ce gaz s'échappe, forcément ils sont étanches. Donc c'est des oculaires qu'on peut nettoyer, qui peuvent passer la nuit dehors. Et l'avantage de ces traitements, c'est que ces oculaires vont durer beaucoup plus longtemps. Alors pourquoi? Parce que donc on sait que quand la nuit, quand la température chute, on a très souvent de la rosée qui va se déposer sur les oculaires. Et cette rosée peut très bien pénétrer à l'intérieur. Et ce qui va se passer, c'est qu'avec le temps, il y a des champignons qui vont se développer sur la surface des lentilles. Et donc là, forcément, ça va gâcher un peu la vue, puisque ça va créer des petites structures qui vont plus ou moins obscurcir la transparence de la lentille. Donc ça va être gênant. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, donc les oculaires haut de gamme sont souvent équipés de systèmes, de dispositifs qui justement évitent la formation des champignons. Donc des oculaires remplis soit à l'argon, soit à l'azote. Alors à présent on va parler de la caractéristique essentielle des oculaires, à savoir la focale. Alors pourquoi c'est important? Parce que donc la focale de l'oculaire va déterminer le grossissement qu'on va obtenir. Alors au niveau de grossissement, on peut parler de plusieurs grossissements de l'instrument. Il y a un grossissement minimal, en dessous duquel il ne faut pas y aller. Donc, grosso modo, si on ne grossit pas assez, en fonction de si l'oculaire a une trop grande focale par rapport au diamètre de l'instrument, on aura une pupille de sortie beaucoup trop grosse. Et alors pourquoi on parle de pupille de sortie? Parce que donc notre œil, il a un point d'entrée, c'est la pupille, et donc dans l'obscurité absolue, quand il fait vraiment noir, notre pupille est capable de se dilater au maximum de 7 mm. Et donc ce qu'il faut s'arranger, c'est que la focale de notre oculaire soit suffisante au regard de la focale de l'instrument et de son diamètre
pour avoir donc un grossissement minimal qui permettra de faire rentrer dans l'œil l'intégralité de la lumière captée par l'instrument. Puisque donc si on a un instrument qui capte énormément de lumière, mais que cette lumière n'arrive pas à entrer dans notre œil, ça ne sert à rien. Ensuite, une deuxième caractéristique, c'est le grossissement utile. Alors le grossissement utile, c'est comme son nom l'indique, c'est le grossissement raisonnable à utiliser en fonction de notre instrument. Donc lui, il est défini par le rapport du diamètre divisé par 0,7. Alors ça va donner donc un grossissement utile approximatif auquel voilà, ça sert pas à grand chose d'essayer d'y aller. Et enfin, on va parler du grossissement maximal. Donc c'est le grossissement théorique au-delà duquel ça sert à rien de grossir plus. Alors lui, il est très facile à calculer, c'est 2 fois le diamètre. Je prends un exemple, une lunette apochromatique 80 ED de 80 mm de diamètre, donc le grossissement maximal c'est 2 fois 80, à savoir 160. Si je prends mon C8, donc un Celestron de 208 mm de diamètre, le grossissement théorique maximal c'est 2 fois 208 mm, soit 416 fois. Alors, pour pouvoir grossir 416 fois avec un C8, il faut avoir des conditions atmosphériques exceptionnelles, donc pas de turbulence ou très peu, un excellent seeing, voilà, pas de jet stream en altitude, ou le moins possible, enfin voilà. Et bien sûr, il faut avoir un instrument parfaitement collimaté, avec des oculaires de très bonne qualité. Donc voilà, celui-là, sur un C8, ça donne un grossissement d'à peu près 200 fois. 2 mètres de focale divisé par 10 mm, ça fait bien 200 fois. Et donc 200 fois, on est en dessous du grossissement utile. Le grossissement utile, je rappelle, c'était on prend le diamètre et on divise par 0,7. Donc 208 divisé par 0,7, ça nous fait à peu près dans les un peu moins de 300 fois. Donc là, avec cet oculaire là, sur un C8, on est à 200 fois, ça passe. Par contre, donc voilà, il faut avoir de bonnes conditions atmosphériques et c'est pas le meilleur oculaire pour avoir une bonne qualité d'image. Donc, si je récapitule, au niveau de la focale, il ne faut pas prendre des oculaires qui ont une trop courte focale, car on va dépasser le grossissement maximum théorique de l'instrument. Deuxièmement, le grossissement maximal de l'instrument, on va rarement l'atteindre. Donc c'est pour ça qu'on parlera plus du grossissement utile. Et enfin, quand on fait du champ, enfin du grand champ ou du ciel profond, là on a intérêt à ce que toute la lumière captée de l'oculaire entre dans l'œil. Et donc il y a un grossissement minimal qu'il faudra respecter. Donc juste derrière cette vidéo, on retrouverait donc des fiches qui vont résumer comment on calcule le grossissement minimal, le grossissement utile et le grossissement maximal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la focale de votre oculaire doit être ni trop petite ni trop grande. Si elle est trop petite, on va grossir trop fort et l'image va perdre énormément en luminosité. Donc elle va devenir tellement sombre que vous ne verrez plus rien. Et deuxièmement, l'image sera tellement moche que de toute façon, vous verrez rien de plus. Et inversement, si vous choisissez un oculaire avec une focale beaucoup trop grande par rapport au diamètre et à la focale de votre instrument, et une bonne partie de la lumière n'entrera pas dans votre œil
et du coup vous aurez aucun bénéfice. Donc le choix de la focale, ça se calcule. Donc il y a une focale minimale, maximale, et il faut vraiment bien les respecter. Et après, donc évidemment, la focale, elle va jouer aussi sur le diamètre apparent réel qu'on aura dans le ciel. Parce que donc par exemple sur le Super Plusle, donc quand on parle du 52 degrés, c'est au niveau de l'oculaire. Mais évidemment sur un C8 ou sur une lunette avec 80 ED, le champ réel dans le ciel ne sera pas du tout le même. Voilà ce qu'on peut déjà dire sur les oculaires classiques et sur les oculaires zoom. Alors, le dernier type d'oculaire dont on va parler, c'est les oculaires réticulés. Donc réticulés, pourquoi réticulés? Parce que donc elles ont une croix, simple ou double, à l'intérieur. Et c'est ce qu'on va trouver très souvent, ne pas dire systématiquement, dans les chercheurs. Puisque donc le chercheur doit être parfaitement aligné sur l'instrument principal. Et donc ce qu'on va faire, c'est prendre un oculaire qui grossit très fort sur notre instrument, voire mieux, utiliser un oculaire réticulé. Et on va pointer donc, notre instrument vers une étoile très brillante. Et on va s'arranger à ce que donc, les deux instruments pointent exactement le même objet, enfin la même étoile. Et donc pour ça, ici, on a des petites molettes qui vont servir à orienter le chercheur. Et on va s'arranger à ce que donc l'étoile soit parfaitement centrée, aussi bien dans l'oculaire du chercheur que dans l'oculaire de notre instrument principal. Et donc ce réglage sera d'autant plus précis que on va utiliser donc un oculaire réticulé au niveau de notre instrument. Donc ça, c'est une lunette guide qui est beaucoup mieux qu'un petit chercheur. Mais grosso modo, pour faire simple, on va dire que ça c'est notre instrument principal qui va nous servir à observer. Et ça c'est notre instrument de pointage qui sera monté en parallèle. Et donc on va pointer une étoile très brillante. Et quand l'étoile sera dans le réticule des deux instruments, donc de l'instrument principal et de l'instrument secondaire, donc notre chercheur, là on saura que le chercheur est bien réglé. Et donc une fois qu'il sera bien réglé, c'est grâce à lui, puisque donc, en général un chercheur a un champ apparent beaucoup plus grand que l'instrument principal. L'instrument principal a beaucoup plus de focales et un rapport à FD beaucoup plus grand que celui du chercheur. Et donc du coup le chercheur nous permettra d'avoir un grand champ dans le ciel et de faire nos réglages pour pointer grossièrement notre astre, notre étoile, notre planète ou ce qu'on veut. Et après avec l'instrument principal on pourra chercher et ajuster plus précisément l'objet cherché qu'on voudra observer. Et donc pour avoir donc un bon parallélisme, un bon alignement entre les deux instruments,
L'idéal, c'est donc au niveau de l'oculaire, enfin, du porte-oculaire de l'instrument principal, de mettre un oculaire réticulé. Celui-là, il est réticulé et éclairé. Donc ce qu'on a ici à l'intérieur de cette petite chose, c'est une petite LED rouge, et elle va éclairer le réticule de notre oculaire. Et dans cette lunette, on a un réticule simple, donc juste une croix. Et l'inconvénient, c'est que quand on place l'étoile pile poil au centre de cette croix va cacher l'étoile. Et donc l'avantage de cet oculaire avec une double croix, c'est que on n'a pas une intersection, mais 4 intersections entre les 4 ficelles qui sont à l'intérieur. C'est pas des ficelles, mais bon voilà. Donc le réticule est fait de 4 droites perpendiculaires, dont on a 2 couples en parallèle. Et donc grosso modo, au centre, ça forme pas une intersection simple de 2 droites, mais un petit carré. Et donc on va s'arranger à ce que l'étoile ou notre objet cible entre pile poil au milieu de ce petit carré. Et donc ça permet de faire un réglage encore plus précis. Et donc évidemment la nuit parfois, c'est ce que je vous souhaite, elle est très noire, donc, quand il n'y a pas de lune et quand il n'y a pas ou très peu de pollution lumineuse. Et donc cette croix, elle peut être difficile à distinguer. Cette croix, elle sera noire sur un fond noir, on ne va pas la voir. Et donc l'intérêt de ce petit dispositif d'éclairage, c'est de pouvoir éclairer la croix, et comme ça on voit très bien le réticule dans le ciel. Et on a même ici une petite molette de réglage de l'intensité lumineuse pour faire apparaître cette croix plus ou moins éclairée, et donc plus ou moins voyante. Donc voilà. Donc déjà pour aligner correctement le chercheur avec l'instrument principal, ce genre d'oculaire ça peut être très utile. Et quand on a un go-to, quand on doit donc lors de la procédure d'étalonnage choisir une ou plusieurs étoiles et les aligner correctement avec le dispositif go-to, un oculaire réticulaire, c'est très utile dans ces cas-là. Donc je vous recommande d'en avoir un. Alors, en général, ils ont donc une focale assez courte. Celui-là, c'est un 11 mm. En général, ils ont voilà, 10-11 mm pour avoir justement des forts grossissements et pour pouvoir correctement aligner les 2 instruments ou de faire un étalonnage précis du go-to. Donc voilà. C'en est fini pour cet épisode. Dans le prochain, on parlera d'un autre accessoire qui se place cette fois-ci devant l'oculaire. Donc c'est la lentille de Barlow. Donc vous verrez ce que c'est et à quoi elle sert. Et donc j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris plein de choses et que ça vous permettra de choisir judicieusement votre oculaire. Quoi qu'il en soit, quand vous lirez les caractéristiques techniques des différents oculaires sur les différents sites web des marchands en ligne, au moins vous aurez toutes les connaissances nécessaires pour déchiffrer ces caractéristiques et savoir donc les avantages et les inconvénients de chaque oculaire proposé par les différents marchands. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu, d'écrire un petit commentaire si ça vous a plu, si ça vous a été utile. Et à bientôt pour le prochain épisode. Ciao. Alors, dans cette série sur les généralités en rapport avec l'astronomie, on va donc parler de tout un tas de concepts en rapport avec l'astronomie et le matériel astronomique.
Et une fois qu'on aura fait le tour des différents domaines, on fera une revue des différents accessoires dont je dispose. Donc ce sera une nouvelle playlist, la playlist matériel. Et donc dedans, vous verrez le descriptif détaillé, enfin une revue complète de mes différents oculaires. Donc, parmi lesquels on trouve un oculaire zoom Celestron, un oculaire zoom de Bader, un objectif super wide angle de Ostara, donc un 26 mm, son petit frère de 28 mm de Skywatcher, et ce super Plusle de 10 mm. Sans oublier la revue complète de cet oculaire réticulé de Sabene. Voilà, donc cette playlist apparaîtra un peu plus tard, une fois qu'on aura balayé tous les concepts en rapport avec les généralités, en rapport avec l'astronomie et le matériel d'astronomie. Donc restez bien sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rater aucun épisode. À bientôt!